Wolfenbüttel, Allemagne de l'Ouest. Les lourdes machines à bois du complexe de fabrication Kuba Imperial furent définitivement arrêtées. Il ne s'agissait pas d'un ajustement temporaire d'un calendrier de production. C'était la fermeture complète d'une usine qui avait autrefois employé des milliers d'ouvriers et dominé le marché européen du meuble acoustique de luxe. Le nom de la marque était en train d'être effacé. Les lignes d'assemblage étaient démantelées. À peine 15 ans plus tôt, ces mêmes ateliers avaient construit le Kuba Comet, un imposant meuble en bois de 131 kilos, en forme de voilier, s'érigeant comme l'ultime symbole physique du miracle économique ouest-allemand. Aujourd'hui, le Comet est une pièce de musée très recherchée, vénérée pour son design audacieux du milieu du siècle. Pourtant, le réseau intégré de maîtres ébénistes, d'ingénieurs en électronique et de détaillants indépendants qu'il avait rendu possible fut discrètement étouffé après un rachat désastreux par un conglomérat américain. Mais la véritable histoire du Kuba Comet n'est pas seulement celle d'une usine fermée en Basse-Saxe. C'est l'histoire d'une culture qui a tenté de transformer un écran de verre luminescent en l'élément architectural le plus lourd et le plus permanent de la maison, et des forces brutales du marché qui ont mis en pièces ce mobilier. Bienvenue dans Souvenirs des marques de télévision européennes. Nous explorons les usines, les salons et les systèmes oubliés derrière les écrans qui ont autrefois façonné nos foyers. Avant d'examiner comment le Comet s'est écrasé au sol, nous devons d'abord nous pencher sur l'homme qui l'a construit. L'histoire commence en 1948, dans un pays qui tente de s'extraire d'une dévastation totale. Gerhard Kubitschek était un homme doté d'une compréhension fine de la psychologie de l'après-guerre. À la fin des années 1940, alors que l'Allemagne de l'Ouest entamait le lent et douloureux processus de reconstruction, l'électronique était primitive, coûteuse et visuellement austère. Une radio ou un premier téléviseur n'était souvent qu'un enchevêtrement de fils exposés, de tubes à vide incandescents et de châssis métalliques brut. Kubitschek comprit que les familles ne voulaient pas regarder de la machinerie. Elles avaient vu assez de métal tordu et d'architecture en ruine. Elles voulaient de la chaleur. Elles voulaient la sécurité du foyer. Elles voulaient de la beauté. Dans la ville de Wolfenbüttel, en Basse-Saxe, Kubitschek fonda son entreprise, sobrement nommée Kuba, et commença à construire des coffrets en bois pour radio. Au départ, il ne concevait pas l'électronique lui-même. Il était le maître de l'enveloppe extérieure. Il achetait les châssis internes, les circuits, les tuners, les organes technologiques bruts auprès de fabricants établis comme Telefunken, Loewe ou Grundig. Ces ouvriers enveloppaient ensuite ces composants achetés dans des coffrets en bois précieux, polis et magnifiquement travaillés. C'était la naissance du Tonmöbel, le meuble acoustique. Le concept était simple mais puissant. Un téléviseur ou une radio ne devait pas ressembler à un intrus dans le salon. Il devait être assorti à la table de la salle à manger. Il devait être fini en noyer foncé, en érable ou avec un vernis polyester brillant. Il devait annoncer à tout visiteur que la famille s'était remise de la guerre et faisait désormais partie de la classe moyenne moderne et prospère. Le Wirtschaftswunder ouest-allemand, le miracle économique des années 1950, créa une nouvelle classe de consommateurs massives, avides de luxe, et Kuba se développa à une vitesse fulgurante. Ils construisirent d'énormes enfilades qui dissimulaient les téléviseurs derrière des portes coulissantes à rideaux, en bois. Ils créèrent des meubles-bars qui s'ouvraient pour révéler un écran monochrome rayonnant juste à côté d'étagères en verre, supportant des carafes en cristal. Pour le consommateur, la marque Kuba était synonyme d'artisanat absolu. Le client faisait confiance au lustre profond du bois et au mouvement fluide des charnières en laiton. Le revendeur de télévision local adorait Kuba car ses énormes pièces de mobilier offraient des marges de détail massives. Un meuble Kuba n'était pas seulement un achat électronique. C'était un investissement générationnel, livré par deux hommes robustes dans un camion spécialisé et placé de façon permanente contre le mur principal du salon. Au milieu des années 1950, Kubitschek était millionnaire. Son usine de Wolfenbüttel produisait des milliers de meubles et il incarnait le succès agressif et ostentatoire de la Nouvelle-Allemagne. Mais cacher les téléviseurs dans des boîtes en bois sombre ne suffisait plus. L'entreprise avait prospéré en dissimulant l'électronique dans des meubles traditionnels, mais l'usine n'avait pas encore révélé ce qui se passerait lorsqu'il déciderait de ne plus cacher l'écran pour en faire le centre absolu de la pièce. En 1957, lors de l'exposition de la radio allemande à Francfort, le public découvrit quelque chose qui défiait toute logique de décoration intérieure traditionnelle.
On l'appelait le Kuba Comet. Il ne ressemblait pas à une enfilade ou à un meuble-bar. Il ressemblait à un navire à voile s'apprêtant à être lancé dans l'espace lointain. Mesurant près de 1,80 mètres de large et pesant environ 131 kilos, le comète était une affirmation physique sans compromis. La partie inférieure était un long banc en bois effilé, reposant sur des pieds aux angles vifs. À l'intérieur de cette console inférieure se trouvait un récepteur radio, multibande Telefunken, un tourne-disque à 4 vitesses et un compartiment caché, conçu pour ranger des disques vinyles ou en option un magnétophone à fil magnétique. Mais ce n'est pas le banc inférieur qui choqua le public. Monté au-dessus, relié par un épais pilier vertical, se trouvait une immense voile en bois asymétrique, en forme d'aile incurvée. Logé dans la partie gauche de cette structure en bois, se trouvait un lourd tube cathodique de 21 pouces. C'était le CRT, le tube à vide en verre épais, qui projetait des faisceaux d'électrons pour produire l'image de télévision en noir et blanc. Le tube à lui seul était incroyablement lourd, exigeant un coffret en bois capable de supporter cette charge sans basculer. Sur le côté droit de la voile, derrière une étendue de tissu acoustique, se trouvait un puissant ensemble de haut-parleurs. Toute la structure supérieure pouvait être tournée manuellement. Une famille pouvait placer le banc lourd à plat contre un mur du salon, puis faire pivoter manuellement la partie supérieure pour que l'écran de verre soit dirigé directement vers un fauteuil spécifique. Cette liberté mécanique avait un coût vertigineux. Le Comet était proposé au prix de 2788 Deutschmark. En 1957, le salaire mensuel moyen d'un Allemand de l'Ouest était d'environ 400 marks. Un ouvrier aurait dû économiser chaque centime pendant plus de 6 mois pour se l'offrir. Il coûtait presque autant qu'une petite automobile Volkswagen. Le Comet n'a jamais été destiné à être un produit de masse. C'était ce que l'industrie de l'électronique, grand public, appelle un produit phare. Lorsque les clients entraient chez un détaillant indépendant local, ils voyaient le Comet trôner au centre de la salle d'exposition, captant toute l'attention et éclipsant les modèles sobres et rectangulaires des rivaux, comme Grundig. Les acheteurs s'en émerveillaient, réalisaient qu'ils ne pourraient jamais justifier une telle dépense, puis achetaient l'un des meubles en bois plus traditionnels de Kuba, qui attendait sagement contre le mur. Mais pour les riches industriels et les acteurs qui l'ont acheté, la télévision n'était plus cachée derrière des portes coulissantes. La technologie était enveloppée de bois clair brillant et de laiton, surélevé pour exiger l'attention de toute la pièce. Pourtant, ce triomphe architectural créait une faiblesse cachée. La taille même et la complexité physique du Comet en faisaient un cauchemar pour le réseau régional de réparation. Le lourd tube cathodique s'enfonçait profondément dans le boîtier en bois. Si un simple composant grillait sur le châssis, le technicien en visite faisait face à une tâche physique monumentale, naviguant prudemment dans cette architecture de bois asymétrique pour atteindre l'électronique délicate enfouie à l'intérieur. Le Comet prouva que Kuba pouvait construire l'ultime hôtel domestique. Mais la marque semblait au plus fort de sa forme, au moment même où son esthétique lourde et flamboyante allait entrer en collision avec une nouvelle définition radicale du design moderne. À la fin des années 1950, Gerhard Kubitschek comprit que dépendre de concurrents externes pour les organes technologiques de ces meubles de luxe était une vulnérabilité stratégique dangereuse. Si un fournisseur retardait une livraison de châssis, toute la ligne de menuiserie de Wolfenbüttel s'arrêtait. En 1958, il réalisa une acquisition massive en achetant le respecté fabricant d'électronique Imperial, basé dans la ville voisine d'Osterode. L'entreprise fut rebaptisée Kuba Imperial. Soudain, Kubitschek contrôlait l'ensemble du système vertical. Il possédait les livraisons de bois, il possédait les lignes de fabrication de meubles, et il possédait désormais la fabrication des châssis, les tuners complexes et les lourds amplificateurs audio. Entre 1958 et 1962, Kuba Imperial atteignit son apogée absolu. L'entreprise combinée employait plus de 4000 travailleurs et produisait des centaines de milliers d'unités par an, exportant massivement à travers l'Europe. Les catalogues subsistants de cette période faste révèlent une variété époustouflante de modèles. Des consoles portant des noms romantiques comme Capri, Milano et Vesuvius. Ils dominaient le marché parce que l'entreprise comprenait parfaitement le système de vente au détail. Kuba entretenait un réseau de revendeurs indépendants, farouchement fidèles. Un détaillant de télévision adorait vendre une console Kuba, non seulement pour sa fiabilité, mais aussi parce que la taille physique et le prix élevé du meuble
offrait des marges bénéficiaires massives. La vente d'un seul tonne-meuble, Cuba Imperial, pouvait générer autant de profits que la vente de 3 téléviseurs de table standard, garantissant que les propriétaires de boutiques indépendantes plaçaient toujours les meubles Cuba dans leurs vitrines les plus en vue. Pour comprendre le pouvoir culturel de la marque, il faut imaginer un salon ouest-allemand un dimanche soir en 1960. Le centre de la maison n'était plus la cheminée, c'était la console Cuba Imperial. Son utilisation était un rituel physique et tactile profond. Un membre de la famille ouvrait les lourdes portes polies à la main du meuble inférieur et tournait un grand cadran mécanique. L'interface radio s'illuminait d'une lumière ambrée chaleureuse, son cadran en verre listant les noms des villes de diffusion européennes. Paris, Hilversum, Londres, Munich. Appuyé sur une lourde touche en ivoire de style piano, engageait le châssis de la télévision avec un claquement mécanique profond et résonnant. À l'intérieur du meuble, le transformateur haute tension émettait un léger sifflement aigu. Lentement, le lourd tube cathodique chauffait, s'épanouissant en une image monochrome argentée et lumineuse du journal télévisé du soir. Ce rituel physique définissait l'époque. Le téléviseur était un ancrage architectural permanent et inamovible qui dictait la manière dont la famille se réunissait et dont toute la pièce était organisée. Si cet imposant meuble acoustique intégré disparaissait, la télévision cesserait d'être une pièce d'architecture domestique artisanale pour devenir un simple appareil en verre jetable. L'enjeu n'était pas seulement la survie des emplois de menuiserie à Wolfenbüttel ou des lignes d'assemblage de châssis à Osterode. C'était la survie de toute une philosophie sur la manière dont la technologie devait être intégrée dans les espaces humains, construite et entretenue par une main-d'œuvre locale spécialisée. À son apogée, les 2 systèmes d'usines massifs fonctionnaient selon un rythme parfaitement synchronisé pour soutenir cette philosophie. À Osterode, des centaines d'ouvriers étaient assis devant de longues lignes d'assemblage brillamment éclairées, soudant à la main résistance, condensateurs et supports de tubes à vide sur de lourdes cartes de circuits imprimées. À Wolfenbüttel, des maîtres ébénistes appliquaient d'épaisses couches de laque polyester brillantes sur de riches plaquages de bois, les polissant mécaniquement jusqu'à ce qu'ils réfléchissent la lumière comme un miroir. Le réparateur local était un maillon de confiance de cet écosystème, arrivant dans les foyers pour faire glisser avec précaution le lourd châssis d'Osterode hors du meuble de Wolfenbüttel afin de remplacer un tube incandescent, traitant l'objet avec le respect dû à un mobilier haut de gamme. Le Comet restait au sommet du catalogue, le trophée ultime trônant dans les maisons des politiciens et des industriels, disant au monde que les jours sombres des années 1940 étaient définitivement effacés. Mais l'avenir est une chose dangereuse à prédire pour tout fabricant. Le système massif de Cuba Imperial était parfaitement conçu pour l'ère du miracle économique, mais sa domination dépendait entièrement d'un consommateur qui associait encore le bois lourd et brillant à la richesse et à la modernité. Un consommateur dont les goûts étaient sur le point de changer radicalement. Le déclin de l'empire Cuba Imperial ne commença pas par un effondrement financier catastrophique. Il débuta par un changement subtil de matériaux dans le studio de design d'un concurrent. Au début des années 1960, une entreprise d'électronique allemande nommée Braun, guidée par le designer industriel visionnaire Dieter Rams, commença à sortir des équipements audio et radio qui semblaient totalement différents de tout ce qui était construit à Wolfenbüttel. Rams rejetait activement le bois sombre et lourd, le vernis polyester brillant et les garnitures en laiton orné. Il concevait ses produits en utilisant de l'aluminium mat, du plexiglas transparent et du bois de frêne clair. Ses designs étaient délibérément modulaires. La radio était une boîte métallique compacte. Le tourne-disque en était une autre. Le téléviseur était une unité séparée et épurée, reposant sur un support métallique minimaliste. C'était la première petite fissure dans la philosophie du tonmeuble. Soudain, pour un jeune consommateur ouest-allemand éduqué en 1964, l'imposant et étincelant Cuba Comet ne ressemblait plus à un vaisseau du futur. Il ressemblait à un dinosaure. Il ressemblait au mobilier lourd et oppressant de la génération de leurs parents. Le massif meuble sonore commença à paraître criard, bouffi et désespérément démodé. Ce changement d'habitude culturelle affecta immédiatement le réseau de vente au détail. Un revendeur d'électronique haut de gamme payait un loyer élevé pour son espace d'exposition. Une console Cuba massive occupait l'espace au sol de 4 téléviseurs modernes,
et autonome. Alors que les acheteurs plus jeunes commençaient à demander des composants haute fidélité séparés pouvant tenir sur une simple étagère, les détaillants cessèrent d'accorder à Kuba les vitrines principales. Les volumineuses consoles en bois furent discrètement reléguées au fond du magasin. Gerhard Kubitschek était un brillant observateur de la psychologie du consommateur. Il vit le marché basculer et reconnut que l'âge d'or de l'hôtel de divertissement en bois intégré touchait rapidement à sa fin. En 1966, au sommet de la valorisation de l'entreprise, Kubitschek prit une décision commerciale impitoyable. Il vendit l'intégralité de l'entreprise Kuba Imperial. L'acheteur n'était pas un rival allemand, mais le géant industriel américain General Electric. GE paya, selon les rapports, 80 millions de Deutschmark pour les usines, la main-d'œuvre et les noms de marque. Kubitschek s'en alla avec une fortune colossale, laissant les nouveaux propriétaires américains gérer le revirement culturel. Les dirigeants de General Electric pensaient avoir acheté une porte d'entrée dominante et toute prête sur le lucratif marché européen de la télévision. Ils avaient en fait acheté une infrastructure de fabrication massive, conçue pour un produit physique qui devenait rapidement obsolète. General Electric comprit fondamentalement mal le consommateur européen. Ils tentèrent d'imposer des structures de gestion d'entreprises américaines aux lignes de menuiserie de Wolfenbüttel et aux usines d'électronique d'Osterode. Reconnaissant le passage vers des appareils plus petits, GE introduisit des radios portables et des téléviseurs compacts, mais ils y apposèrent les badges prestigieux, Kuba et Imperial. La distinction de la marque s'affaiblit immédiatement. La confiance historique était intimement liée au bois travaillé artisanalement et à l'échelle massive. Lorsqu'un consommateur allemand voyait le nom Kuba estampillé sur un téléviseur portable générique plaqué de plastique, l'illusion du luxe s'évanouissait. Simultanément, un bouleversement technologique majeur réécrivait les règles physiques du salon. En août 1967, l'Allemagne de l'Ouest lança officiellement la diffusion de la télévision en couleur. La transition vers le système couleur pâle fut brutale pour les fabricants de meubles traditionnels. Les premiers tubes cathodiques couleur nécessitaient des tensions nettement plus élevées et généraient une chaleur immense. Les vieux coffrets en bois épais du Tonmobile étaient conçus pour isoler, pas pour ventiler. Loger un châssis couleur brûlant à l'intérieur d'une boîte en bois fermée était un cauchemar d'ingénierie, nécessitant des grilles de ventilation inesthétiques qui gâchèrent l'esthétique épurée du bois. Cette contrainte technique fractura rapidement le réseau de réparation. Les téléviseurs couleur étaient notoirement complexes à régler et à réparer. Tandis que General Electric réorganisait les chaînes d'approvisionnement, les techniciens allemands locaux firent face à des délais croissants pour obtenir des pièces de rechange pour les châssis d'Osterode. La confiance profonde et historique entre l'atelier de réparation du quartier et le fabricant commença à se briser. Si le technicien local cessait de recommander Kuba à la famille, la marque était morte. En 1969, General Electric réalisa qu'ils avaient commis une erreur catastrophique. Ils avaient englouti des millions de dollars, perdu d'importantes parts de marché et échoué à intégrer la marque dans leur stratégie mondiale. Dans un geste désespéré pour quitter le marché européen de la télévision, GE vendit l'intégralité de l'opération Kuba Imperial au conglomérat d'électronique allemand AEG Telefunken. C'était une acquisition d'épuisement. AEG Telefunken n'avait pas besoin de l'activité de meubles en bois massifs de Kuba, pas plus qu'il ne voulait particulièrement de l'usine de châssis d'Osterode. Il voulait simplement retirer un concurrent du jeu et utiliser la capacité d'usine restante pour leurs propres produits standardisés. La séparation entre l'identité historique de la marque et la réalité physique du produit était désormais totale. Le badge sur le téléviseur disait toujours Kuba, mais le châssis était conçu ailleurs. L'ébénisterie complexe était réduite à un simple assemblage de boîtes et l'âme originelle de l'entreprise avait disparu. Les ouvriers de Wolfenbüttel virent leurs heures de travail régulièrement réduites. Les lourdes lignes de menuiserie furent mises à l'arrêt. Les pièces de rechange devinrent impossibles à commander. Les lignes de produits restantes furent discrètement abandonnées. En 1972, la fin arriva. AEG Telefunken annonça la fermeture totale des installations de Wolfenbüttel. Des milliers d'emplois disparurent. Les machines à bois furent éteintes. Les portes de l'usine furent verrouillées. Le logo disparut des rayons. L'ère du meuble acoustique était terminée.
La société Kuba n'a pas connu de seconde vie sous licence. Contrairement à de nombreuses marques d'électronique européennes historiques, le badge Kuba n'a pas été revendu pour être estampillé sur des téléviseurs à écran plat importés bon marché des décennies plus tard. Lorsque les portes de l'usine de Wolfenbüttel se sont fermées, en 1972, le nom est mort avec les lourdes machines à bois. Les immenses bâtiments de l'usine ont connu de longues périodes de déclin, de reconversion commerciale et finalement de démolition. Le système industriel intégré qui mariait autrefois l'électronique analogique, lourde à l'ébénisterie domestique haut de gamme, a cessé d'exister. Mais le Kuba Comet a survécu. En raison de son prix d'origine extrême et de son empreinte physique massive, les comètes subsistants sont incroyablement rares. Lorsqu'une unité authentifiée apparaît sur le marché spécialisé des collectionneurs de rétrotechnologie, elle atteint des prix extraordinaires, vénérée comme le saint Graal absolu du design européen du milieu du siècle. Si vous visitez aujourd'hui un musée dédié à l'histoire de la radiodiffusion ou de l'industrie en Allemagne, vous trouverez probablement un comète trônant en bonne place dans la salle d'exposition. Les conservateurs traitent la lourde console en bois non pas comme un simple vieil appareil, mais comme un artefact crucial du miracle économique ouest-allemand. Il trône là, silencieux, énorme et visuellement époustouflant. Il ne s'agit pas d'une simple nostalgie pour les anciens programmes de télévision. C'est la préservation d'un état d'esprit industriel, spécifique et unique. Le Comet est important car il représente un moment éphémère de l'histoire où un téléviseur n'était pas seulement un canal de contenu, mais un événement architectural. Il exigeait un engagement du foyer, il exigeait de l'espace au sol, un investissement financier important et une force physique réelle pour être ajusté. C'était la manifestation physique ultime d'une société tentant désespérément de construire un avenir beau et brillant pour masquer un passé tragique. Les maîtres ébénistes de Wolfenbüttel qui passaient leur journée à polir des plaquages de bois clair jusqu'à ce qu'ils reflètent les lumières de l'usine, construisaient pour une permanence que l'industrie électronique ne pouvait tout simplement pas soutenir. Aujourd'hui, un téléviseur moderne est une feuille de verre et de plastique fine et générique, conçue pour être aussi invisible que possible lorsqu'elle est éteinte. Il ne pèse presque rien. Il est jeté dès qu'un seul composant tombe en panne, car le coût d'une carte de circuit intégrée produite en série est bien inférieur au travail humain spécialisé requis pour le diagnostiquer. Le technicien de quartier qui retirait autrefois avec précaution le lourd panneau arrière en bois d'un Tonmobile Kuba, diagnostiquant un tube à vide incandescent par la légère odeur d'ozone et la chaleur intense rayonnant du verre, appartient à une profession définitivement disparue. Dans une aile calme d'un musée de la radiodiffusion allemand, un Kuba Comet survivant reste solidement ancré au sol. Son bois sombre et brillant étincelle toujours sous les lumières soignées de l'exposition. Le verre épais du tube cathodique de 21 pouces est définitivement noir. La structure asymétrique massive reste figée dans un angle vif, pointant invariablement vers une salle vide, dans l'attente d'une diffusion analogique qui ne reviendra jamais. À bientôt pour la prochaine vidéo.